Commence, applaudissez pour appeler l'artiste, s'il vous plaît. Une fois de plus, merci d'être venus aussi nombreux. J'ai toujours beaucoup de joie à faire venir des artistes ici qui sont tellement appréciés par les adhérents de Scène-sur-Scène et les non-adhérents d'ailleurs. Voilà. Donc Madi. Nous avons beaucoup apprécié à la vieille grille. C'est pour ça qu'on l'a programmé ici, parce qu'on a été très séduits par cette comédienne. Bien, Madi. Eh bien, Dieu a dit aux femmes, il y aura des hommes beaux, gentils, intelligents, dans tous les coins du monde. Quel menteur, ce Dieu! Et il fit la terre ronde. Alle tutte le latitudini non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo. Éric Fotorino, extrait du Monde. Cela s'est passé à Alençon. Il était tôt matin. Trop tôt pour trouver normal qu'une fillette de 4 ans se promène seule dans la rue et sac au dos. Il était 6 heures du matin, et mieux encore, on était samedi. Un jour sans école, un jour de grasse matinée, surtout chez les petites filles de 4 ans. Dans la maison, les parents dormaient, dans la ville, le soleil sommeillait. Pendant ce temps, une gamine bien décidée, quelques biscuits et une paire de chaussettes dans son sac, marchait. Était-ce un petit chaperon rouge parti voir sa mère grand malade? Serait-il question de galettes et de pots de beurre? De chevillettes et de bobinettes? Que nenni! C'est l'amour qui est en jeu. Un amour grand comme ça, cette sorte d'amour qui brûle et qui empêche de dormir, même à l'âge des dents de lait et de chat perché. Deux dames, du genre matinal, virent passer devant elle la choupinette et son air important. Apostrophée par les passantes, elle daigna répondre à leur étonnement avec tout le sérieux que requiert une affaire capitale. La logique des petits est chose implacable. Comme nous l'avons dit, nous étions samedi. Or, le samedi, l'école est fermée. Pour voir son amoureux à la récré, c'est Tintin. Sauf si, et nous voici en pleine passion, sauf si l'amoureuse connaît l'adresse de l'amoureux. L'heureux élu de ce cœur tendre était un grand de 6 ans. C'est en tout cas ce qu'a raconté la fugueuse aux deux dames qui n'en croyaient toujours pas leurs yeux, pas plus que leurs oreilles. Mordue à Alençon par l'hameçon de l'amour, la petite ne faisait pas dans la dentelle. On devine ce que ces adultes ont dû éprouver d'admiration, d'envie peut-être, pour un sentiment si pur qui prospérait derrière ce très jeune front. C'est beau, à 4 ans, d'aimer tellement fort que les jours de congé sont insupportables. Mais puisqu'il était bientôt et que la vie peut être bien courte pour les ingénus qui courent les rues des potrons minés, les dames dénoncèrent sans joie cette flamme précoce. On s'en fut trouver la police, qui apprit tout du stratagème enfantin, profitant du sommeil de ses parents.
Car que faire d'autre un samedi à 6 heures, sinon roupiller? La petite s'était enfuie de chez elle pour s'en aller retrouver l'élu de son rêve éveillé. Sarebbe scomodo col traffico. Prendi un taxi con me. Prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me. Sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito. Che l'autista lo sa, dove sta non lo sa. Gli angoli più autentici e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico. George Sand, La marquise de R. La marquise de R avait eu le malheur d'être incontestablement très belle. Grande, svelte, brune, avec des yeux noirs, des traits sévères et nobles, une bouche vermeille qui ne souriait point, et des mains qui, dit-on, avaient fait le désespoir de la princesse de Lamballe. Pourtant, la marquise avait eu peu d'aventures. Et comme elle ne se piquait pas de principe et avouait n'avoir jamais aimé son amant, je ne pouvais trouver d'explication à son caractère. Voilà ce que la marquise disait. Quand on n'a pas besoin de vertu, on n'en a pas. Voilà pourquoi, avec les mœurs les plus austères, je ne fus point vertueuse. Oh, combien je regrettais de ne pouvoir l'être. Que n'eussé-je donné pour avoir des passions à réprimer, une lutte à soutenir, pour pouvoir me jeter à genoux et prier comme ces jeunes femmes que je voyais au sortir du couvent se maintenir sages dans le monde durant quelques années à force de ferveur et de résistance. Moi, malheureuse, qu'avais-je à faire sur la terre? Rien. Qu'à me parer, me montrer et m'ennuyer. Je n'avais point de cœur, point de remords, point de terreur. Mon ange gardien dormait au lieu de veiller. J'étais jeune veuve avec un enfant. Je ne pouvais pas me marier étant mère, et n'ayant confiance à la bonté d'aucun homme, je ne croyais pas avoir ce droit. C'était donc un amant qu'il me fallait accepter pour être au niveau de la compagnie où j'étais jetée. Je me déterminais en faveur de ce provincial dont le nom et l'état dans le monde me couvraient d'une assez belle protection. C'était le vicomte de Larieux. Il m'aimait, lui, et dans la sincérité de son âme. Mais son âme, en avait-il une? C'était un de ces hommes froids, positifs, qui n'ont même pas pour eux l'élégance du vice et l'esprit du mensonge. Il m'aimait à son ordinaire, comme mon mari m'avait quelquefois aimé. Il n'était frappé que de ma beauté et ne se mettait pas en peine de découvrir mon cœur. Chez lui, ce n'était pas dédain, mais ineptie. S'il eût trouvé en moi la puissance d'aimer, il n'eût pas su comment y répondre. En 3 jours, le vicomte de Larieux me devint insoutenable. Eh bien, mon cher, je n'ai jamais eu l'énergie de me débarrasser de lui. Pendant 60 ans, il a fait mon tourment et ma satiété. Par complaisance, par faiblesse ou par ennui, je l'ai supporté. Il a eu pour moi l'amour le plus patient, le plus courageux, le plus soutenu, le plus ennuyeux qu'un homme ait jamais eu pour une femme. Et tant que vous fûtes jeune, repris-je, vous ne fûtes pas une seule fois tenté de faire un nouvel essai? Cette aversion farouche n'a jamais été ébranlée. C'est étrange. Que j'ai commencé à me confesser, dit-elle, je veux tout avouer. Écoutez bien, une fois,
Une seule fois dans ma vie, j'ai été amoureuse, mais amoureuse comme personne ne l'a jamais été, d'un amour passionné, indomptable, dévorant et pourtant idéal et platonique s'il en fut. J'aime mieux vous le dire, c'était un comédien. Pour vous prouver combien peu cela a été toléré, je vous dirai que la première fois que je le vis et que j'exprimai mon admiration à la comtesse de Ferrières qui se trouvait auprès de moi, elle me répondit « Oh, ma toute belle, vous ferez bien de ne pas dire votre avis si chaudement devant une autre que moi. On vous raillerait cruellement si l'on vous soupçonnait d'oublier qu'aux yeux d'une femme bien née, un comédien ne peut pas être un homme. » Il s'appelait Lelio, était italien de naissance, mais parlait admirablement le français. C'était un homme qui, en fait d'art, n'était pas plus de son siècle qu'en fait de mœurs, je n'étais du mien. Il joua Rodrigue. Je n'entendis pas plutôt le son de sa voix que je fus émue. C'était une voix plus pénétrante que sonore, une voix nerveuse et accentuée. Lelio était petit et grêle. Sa beauté ne consistait pas dans les traits, mais dans la noblesse du front, dans la grâce irrésistible des attitudes, dans l'abandon de la démarche, dans l'expression fière et mélancolique de la physionomie. Je n'ai jamais vu dans une statue, dans une peinture, dans un homme, une puissance de beauté plus idéale et plus suave. C'est pour lui qu'aurait dû être créé le mot de charme, qui s'appliquait à toutes ses paroles, à tous ses regards, à tous ses mouvements. Que vous dirais-je? Ce fut en effet un charme jeté sur moi. Cet homme, que l'âme semblait usée et brisée, et dont un regard renfermait tout l'amour que j'avais cherché vainement dans le monde, cet homme exerça sur moi une puissance vraiment électrique. Cet homme, qui n'était pas né dans son temps de gloire et de sympathie, et qui n'avait que moi pour le comprendre et marcher avec lui, cet homme fut pendant 5 ans mon roi, mon Dieu, ma vie, mon amour. Je ne pouvais plus vivre sans le voir. Il me gouvernait, il me dominait. J'abandonnai ma loge à la Comédie Française pour ne pas me trahir. Je feignis d'être devenue dévote et d'aller le soir prier dans les églises. Au lieu de cela, je m'habillais en grisette et j'allais me mêler au peuple pour l'écouter et le contempler à mon aise. Il faut vous dire qu'au lieu de combattre cette passion, je m'y livrais avec avidité, avec délice. Elle était si pure. Pourquoi en aurais-je donc rougi? Elle me créait une vie nouvelle, elle m'initiait enfin à tout ce que j'avais désiré connaître et sentir, jusqu'à un certain point, elle me faisait femme. J'étais heureuse, j'étais fière de me sentir trembler, étouffer, défaillir. Oh, la première fois qu'une violente palpitation vint éveiller mon cœur inerte, j'eus autant d'orgueil qu'une jeune mère au premier mouvement de l'enfant renfermé dans son sein. Je devins boudeuse, rieuse, maligne, inégale. Un soir que je sortais par le passage dérobé où j'étais admise, je vis passer rapidement devant moi un homme petit et maigre qui se dirigeait vers la rue. Un machiniste lui ôta son chapeau en lui disant « Bonsoir, monsieur Lelio ». Aussitôt, avide de regarder de près cet homme extraordinaire, je m'élance sur ses traces, je traverse la rue et, sans me soucier du danger auquel je m'expose, j'entre avec lui dans un café. Heureusement, c'était un café borgne où je ne devais rencontrer aucune personne de mon rang. Quant à la clarté d'un mauvais lustre enfumé, j'eus jeté les yeux sur Lelio. Je crus m'être trompée et avoir suivi un autre que lui. Il avait au moins 35 ans. Il était jaune, flétri, usé, il était mal mis. Il avait l'air commun. Il parlait d'une voix rauque et éteinte, donnait la main à des pleutres, avalait de l'eau de vie et jurait horriblement.
Il me fallut entendre prononcer plusieurs fois son nom pour m'assurer que c'était bien là le dieu du théâtre et l'interprète du Grand Corneille. Je ne retrouvais plus rien en lui des charmes qui m'avaient fascinée. Pas même son regard si noble, si ardent et si triste. Ce n'était plus Hippolyte, c'était Lélio. Le temple était vide et pauvre. L'oracle était muet. Le Dieu s'était fait homme. Même pas homme, comédien. Il sortit et je restai longtemps stupéfaite à ma place, ne songeant point à avaler le vin chaud épicé que j'avais demandé pour me donner un air cavalier. Quand je m'aperçus du lieu où j'étais et des regards qui s'attachaient sur moi, la peur me prit. C'était la première fois de ma vie que je me trouvais dans une situation si équivoque et dans un contact si direct avec des gens de cette classe. Je me levai et j'essayais de fuir. Quand je m'éveillai le lendemain à midi dans mon lit à rideaux ouatés et à chapiteaux de plumes roses, je crus avoir fait un rêve. Et j'éprouvais de ma déception et de mon aventure de la veille une grande mortification. Je me crus sérieusement guérie de mon amour. Et j'essayais de m'en féliciter. Et ce fut en vain. J'en éprouvai un regret mortel. L'ennui retombait sur toute ma vie. Tout se désenchantait. Ce jour-là, je mis Larieux à la porte. Le soir arriva et ne m'apporta plus ces agitations bienfaisantes des autres soirs. Le monde me sembla insipide. J'allais à l'église, j'écoutais la conférence, résolue à me faire dévote. Je m'y enrhumai, je revins malade. Je gardai le lit plusieurs jours. La comtesse de Ferrières vint me voir, m'assura que je n'avais point de fièvre, que le lit me rendait malade, qu'il fallait me distraire, sortir, aller à la comédie. Je ne sais comment je me laissais entraîner. Au reste, désenchantée de Lélio comme je l'étais, je ne risquais plus de me perdre en affrontant ses séductions en public. Je me parais excessivement et j'allais en grande loge d'avant-scène braver un danger auquel je ne croyais plus. Mais le danger ne fut jamais plus imminent. Léo fut sublime. Et je m'aperçus que jamais je n'en avais été plus éprise. L'aventure de la veille ne me paraissait plus qu'un rêve. Il ne se pouvait pas que Léo fût autre qu'il me paraissait sur la scène. Malgré moi, je retombais dans toutes les agitations terribles qu'il savait me communiquer. Je fus forcée de couvrir mon visage en pleurs de mon mouchoir. Dans mon désordre, j'effaçai mon rouge, j'enlevai mes mouches et la comtesse de Ferrières m'engagea à me retirer au fond de ma loge parce que mon émotion faisait événement dans la salle. Heureusement, j'eus l'adresse de faire croire que tout cet attendrissement était produit par le jeu de la demoiselle. C'était à mon avis une tragédienne bien froide et bien compassée. Ce soir-là, Lélio me remarqua. Soit pour ma parure, soit pour mon émotion, car je le vis se pencher dans un instant où il était hors de scène vers un des hommes qui était assis à cette époque sur le théâtre et lui demander mon nom. Je compris cela, la manière dont les regards me désignèrent. J'en eus un battement de cœur qui faillit m'étouffer et je remarquai que dans le cours de la pièce, les yeux de Lélio se dirigèrent plusieurs fois de mon côté. De ce soir seulement, je compris l'espèce d'amour qui m'enchaînait à Lélio. C'était une passion toute intellectuelle, toute romanesque. Ce n'était pas lui que j'aimais, mais le héros des anciens jours qu'il savait représenter. Ces types de franchise, de loyauté, de tendresse à jamais perdue,
Tout cela revivait en lui, et je me trouvais avec lui, et par lui, reporté à une époque de vertu désormais oubliée. Lui, l'homme, l'histrion, je ne le craignais guère, je l'avais vu. Je ne pouvais l'aimer qu'en public. Pour Lélio à moi, c'était un être factice que je ne pouvais plus saisir dès qu'on éloignait le lustre de la comédie. Il lui fallait l'illusion de la scène, le reflet des quinquets, le phare du costume pour être celui que j'aimais. En dépouillant tout cela, il rentrait pour moi dans le néant comme une étoile. Il s'effaçait à l'éclat du jour. Lélio me voyait, il m'observait. Ma beauté l'avait frappé, ma sensibilité le flattait. Ses regards avaient peine à se détacher de moi. Quelquefois, il en eut des distractions qui mécontentèrent le public. Bientôt, il me fut impossible de m'y tromper. Il m'aimait à en perdre la tête. Ma loge ayant fait envie à la princesse de Vaudemont, je la lui avais cédée pour en prendre une plus petite, plus enfoncée et mieux située. J'étais tout à fait sur la rampe, je ne perdais pas un regard de Lélio et les siens pouvaient m'y chercher sans me compromettre. D'ailleurs, je n'avais plus besoin de ce moyen pour correspondre avec toutes ces sensations. J'étais dans le son de sa voix, dans les soupirs de son sein, dans l'accent qu'il donnait à certains vers, à certains mots, et je comprenais qu'il s'adressait à moi. J'étais la plus fière et la plus heureuse des hommes, car à ces heures-là, ce n'était pas du comédien, c'était du héros que j'étais aimée. Eh bien, après 2 années d'un amour que j'avais nourri, inconnu et solitaire au fond de mon âme, 3 hivers s'écoulèrent encore sur cet amour désormais partagé, sans que mon regard ne donnât à Lélio le droit d'espérer autre chose que ces rapports intimes et mystérieux. J'ai su depuis que Lélio m'avait souvent suivi dans les promenades. Je ne daignais pas l'apercevoir, ni le distinguer dans la foule, tant j'étais peu avertie par le désir de le distinguer hors du théâtre. Ces 5 années sont les seules que j'ai vraiment vécues sur 80. La marquise s'interrompit, se leva, alla ouvrir d'une main assurée un coffre de marqueterie et en tira une lettre bien froissée, bien amincie, que je lus avec peine. Madame, je suis moralement sûre que cette lettre ne vous inspirera que du mépris. Vous me considérerez comme un fou et vous ne vous tromperez pas. Vous devez déjà savoir, madame, ce que vos yeux peuvent faire de mal et de bien. Eh bien, si j'obtiens de vous une seule pensée de compassion, si ce soir, à l'heure avidement appelée où chaque soir je recommence à vivre, j'aperçois sur vos traits une légère expression de pitié, je partirai moins malheureux. J'ai osé croire que ma voix seule éveillait quelquefois vos sympathies, que mon cœur avait un écho dans le vôtre, qu'il y avait entre vous et moi quelque chose de plus qu'entre moi et le public. Laissez-moi vous bénir, vous remercier à genoux de cette sensibilité que j'ai découverte dans votre âme et que nulle autre âme ne m'a accordée, de ces larmes que je vous ai vu verser sur mes malheurs de théâtre, et qui ont si souvent porté mes inspirations jusqu'au délire, de ces regards timides qui, je l'ai cru du moins, cherchaient à me consoler des froideurs de mon auditoire. Oh, pourquoi êtes-vous né dans l'éclat et dans le faste? Pourquoi ne suis-je qu'un pauvre artiste sans gloire et sans nom? Mais la plus grande de mes folies, c'est d'avoir jeté mes regards au-delà de cette rampe de quinquet qui trace une ligne invisible entre vous, le reste de la société et moi.
C'est pour moi le cercle de Popilius. J'ai voulu le franchir. J'ai osé avoir des yeux, moi, comédien, et les arrêter sur une belle femme, sur une femme si jeune, si noble, si aimante et placée si haut. Car vous êtes tout cela, madame, je le sais. Eh bien, rien ne m'ôtera cette pensée triste et consolante. C'est que si nous étions nés sur le même échelon de la société, vous n'auriez pas pu m'échapper. Quels qu'eussent été mes rivaux, quelle que soit ma médiocrité, il aurait fallu vous rendre à une vérité, c'est qu'il y a en moi quelque chose de plus grand que leur fortune et leur titre, la puissance de vous aimer. Lélio. Ti vola in faccia, tanto un attimo e sarai come la pioggia sopra un amore distante. Timida sarai dopo la pioggia. Caldo che abbraccia, terra umida sarai, e fiore che sboccia sopra un amore di sabbia. Noël Châtelet, La femme coquelicot. Une vieille dame qui s'amuse ne se déplace pas dans l'espace comme une vieille dame que la vie pousse sans raison. Pour ce qui est de l'émoi, Marthe vit aussi un cran au-dessus. Hier, au Café des Gobelins, l'homme aux 1000 cache-cols s'était tourné vers Marthe. Le vieux monsieur avait lentement levé sa tasse avec un raffinement surprenant pour une personne dotée de mains si fortes, ce qui, malgré son âge, avait davantage frappé Marthe à la longue que la multiplication impressionnante des écharpes et des foulards, et semblant lui destiner le café dont l'arôme puissant s'enroulait autour d'elle, il avait bu le breuvage sans la quitter du regard, comme s'il avait voulu l'associer à cet intense instant de dégustation. Marthe, contre toute attente, n'avait pas cillé, d'autant que le regard dénué de vulgarité avait un rien de fraternel. À 3 tables de distance, par la seule force de leur fantaisie commune et spontanée, elle avait donc bu avec lui jusqu'à la dernière goutte. Ensuite, très naturellement, l'homme aux 1000 cache-cols s'était replongé dans son cahier de croquis et Marthe avait repris ses mots croisés géants en s'astreignant à finir une verveine insipide. Plus tard, un dimanche, en famille, Marthe dit à sa fille: « Au fait, ma petite Céline, je voudrais bien changer les rideaux et mon couvre-lit. Je les trouve, comment dire, un peu vieillots. » « Oui, oui, c'est cela. J'aurais besoin de plus de gaieté, vois-tu, de couleurs vives, du rouge, du violet, par exemple. » Eh bien, moi, pourquoi pas? Peut-être, en effet, le beige est-il un peu... Elle ne trouve pas le mot. Je vais y penser. Céline va en retraite. Paul, le fils, prend la relève. On est bien content, maman, de te voir en si bonne forme.
Mais ta concierge nous a dit que... Enfin, le quartier n'est pas très sûr le soir, tu sais. On n'aime pas trop te savoir dehors comme ça, toute seule, tu comprends? Marthe examine ses enfants. C'est bien sûr la première fois qu'elle les voit d'un autre point de vue, comme si le paysage de la tendresse venait de s'inverser. Deux visages anxieux, contrariés, probablement semblables à celui qu'elle leur avait opposé toute leur jeunesse pour les garder dans le droit chemin, au nom de l'amour, de la protection, attentive à son rôle de mère. Ne vous inquiétez pas, mes chéris. D'ailleurs, je ne sors pas toute seule, je suis toujours accompagnée. L'anxiété disparaît des deux visages, la perplexité s'accroche. Ouvrir une lettre d'homme. D'un homme qui écrit pour la première fois. D'un homme qui n'est ni un mari, ni un fils, ni un fonctionnaire de la caisse des retraites. Ouvrir la lettre de l'homme aux 1000 cache-cols exige des précautions, tant pour la lettre que pour la femme à laquelle elle est destinée, fragile comme son poignet. Ce qu'elle lit sera lu, relu. Ce qu'elle lit ne peut pas se dire, se raconter. Ce qu'elle lit parle à sa tête, à son corps, à ses sens endormis qu'un chevalier réveille. Cette lettre est la lettre qu'elle aurait dû recevoir à 17 ans, avant que son père ne la fiance à Edmond, d'un autre Edmond, du chevalier, de celui qu'elle a toujours attendu jusqu'à aujourd'hui. Marthe vient de recevoir sa première lettre d'amour, elle a 70 ans. Puis un jour, Félix est chez elle. Alors, l'homme aux 1000 cache-cols se lève. Marthe le voit se déplacer au ralenti, comme en songe. D'abord, il va tirer les rideaux, puis lentement, chaque geste semblant éterniser l'attente décidée mais un peu tremblante de Marthe, il se dévait. Tous les cache-cols tombent à terre, jusqu'à la nudité. Marthe ne pense plus à rien. Elle se dit seulement « J'aime le vieillard nu qui s'approche de mon lit ». Elle en est assez sûre pour se dévêtir à son tour avec la même lenteur, la même simplicité, jusqu'à la nudité. Marthe ne pense plus à rien, elle se dit seulement « Lui aussi aime la vieille femme nue qui l'attend sur le lit ». Les deux corps se joignent. Les peaux sont douces d'être usées, d'avoir frotté contre le temps, les années inlassablement polies, comme les galets de la grève. Depuis qu'elle n'est plus close, depuis qu'elle a été fendue, Marthe a l'impression que tout la pénètre, que tout la remplit. Pleine, elle se sent pleine, investie, prise d'assaut. Pourtant, se sentir amoureuse ne fait pas regretter à Marthe d'être une vieille dame. Pour rien au monde, elle ne voudrait rajeunir, repasser par les épreuves de la vie, y compris celle du vieillissement dont l'acceptation ne fut pas sans tourment. Au contraire, elle se dit que c'est maintenant. Maintenant seulement qu'elle a vraiment le temps d'aimer, d'en faire son unique loisir, sa distraction exclusive. Bien sûr, lorsqu'elle se dénude pour sa toilette, il lui faut bien convenir de la défaite du corps, creusé,
froissé par la main intraitable du temps. Mais c'est sans affliction, puisque c'est ce corps-là qui est désiré. Lui qui s'ouvre et se remplit de la joie de Félix. Sarai. Parce que je vais aller engueuler les gens qui font du bruit sur la terrasse. Viviane est là? Non. Deux, trois patates là-haut alors. Ça y est, elle est là. Excusez-moi. Lettre de Juliette Drouet à Victor Hugo. C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Cher Victor Hugo, 7 avril, jeudi soir, 9h moins 10 minutes. Mon cher Toto, sans doute c'est le plus grand bonheur que je puisse avoir quand vous n'êtes pas auprès de moi, mon chéri, que de vous écrire. Mais j'aimerais mieux vous avoir et ne jamais vous écrire un seul mot. Voilà mon vrai goût. Oh, et puis fâchez-vous si vous le voulez. Oui, mon cher petit Toto. Au lieu de gribouiller de l'amour cul par-dessus tête dans mon encrier, j'aimerais mieux me trifouiller pêle-mêle avec vous. Mais à quoi servent mes désirs, mes goûts et mes préférences? Ne faut-il pas que j'attende votre loisir, lequel n'arrive jamais que le plus tard possible et s'en va aussitôt qu'il est venu? Et vous avez le front de me dire que vous m'aimez plus que je ne vous aime? Enfin! Moi, je t'aime, entends-tu? Je t'aime. Et je m'en vante. Tu feras tout ce que tu voudras, tu diras toutes les absurdités qui te passeront par la tête, c'est comme cela. Je voudrais bien que tu aies dans ce moment un grain du désir qui me brûle pour te voir arriver un peu plus vite et pour nous aimer à bouche, que veux-tu? Je serai bien heureuse et bien gaie et je vous ferai toutes sortes de bonnes caresses et je vous dirai toutes sortes de choses plus douces les unes que les autres. Mais il faut que vous soyez là. Juju. Uomini comparsi e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Anaïs Nin.
Ma mère avait des idées européennes sur l'éducation des jeunes filles. À 16 ans, je n'étais jamais sortie seule avec des garçons, je n'avais lu que de la bonne littérature, mais par goût, je n'avais pas les mêmes plaisirs que les autres filles de mon âge. J'étais quelqu'un d'assez renfermé. Depuis le commencement, j'avais compris que ce contre quoi j'avais à me défendre, c'était ma propre sensibilité aux caresses. J'étais également curieuse de beaucoup de choses, mais en même temps, j'étais profondément convaincue que je ne me donnerais qu'à un homme dont je serais amoureuse. En attendant, je posais pour des peintres. Au club, je me demandais ce qu'éprouvaient les autres modèles. Elles parlaient beaucoup de leur défense contre les peintres et je me demandais jusqu'à quel point elles étaient sincères. Un des plus beaux modèles, dont le visage était particulièrement joli, mais qui avait surtout un corps magnifique, expliquait « Je ne sais pas ce que les autres éprouvent lorsqu'elles posent nues. Moi, j'adore ça. » Déjà, enfant, j'aimais enlever mes vêtements, j'aimais observer la façon dont les autres me regardaient, j'avais l'habitude de me déshabiller dans les soirées dès que les gens avaient un peu bu. J'aimais montrer mon corps. Aujourd'hui, je ne peux plus attendre pour me mettre nue. J'en éprouve une jouissance, j'ai des frissons de plaisir tout le long du dos quand les hommes me regardent. Et lorsque je pose devant toute une classe, lorsque je sens tous ces yeux fixés sur moi, j'éprouve un tel plaisir comme... Oui, comme si on me faisait l'amour. Je me sens belle. Je me sens comme une femme doit se sentir lorsque son amant la déshabille. Oh, moi je me sens humiliée, dit une rousse. J'ai l'impression que mon corps ne m'appartient plus, qu'il n'a plus de valeur. À être ainsi livré à tous les regards. Moi, je ne ressens rien du tout, dit une autre. Pour moi, c'est impersonnel. Lorsque les artistes nous peignent ou nous dessinent, ils ne nous voient plus comme des êtres humains. Un peintre m'a dit que le corps d'un modèle en train de poser devient un objet. Le seul moment où il se sent troublé sensuellement, c'est lorsque le modèle ôte son peignoir. On m'a raconté qu'à Paris, les modèles se déshabillent devant toute la classe. Ça doit être excitant. Oh, si nous étions si impersonnels, dit une autre, ils ne nous inviteraient pas ensuite à des soirées. Ou ils n'épouseraient pas leur modèle, ajoutai-je, en me rappelant que les deux peintres que j'avais rencontrés avaient épousé leur modèle préféré. Ma non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno sfregato il pubblico. Però restiamo qui. Françoise Mallet-Joris. Quand on est pauvre et qu'on n'a rien, on n'a pas même son chagrin. C'est un chagrin sans importance, sans grandeur et sans élégance. Ma peine a son horaire, ma peine pointe à l'usine, elle n'a pas de mystère comme dans les magazines. Je veux pleurer comme Soraya. Je veux pleurer comme une princesse. Je veux pleurer avec noblesse, pas dans la soupe, mais dans la soie. Je veux pleurer dans un décor, un chagrin plus grand que ma vie, un vrai chagrin qui fasse envie. Je veux pleurer comme Liz Taylor.
veux pleurer comme Soraya. Je veux m'offrir ça. Quand on n'en a pas les moyens, on ne profite pas de son chagrin. On n'a pas le temps d'en faire le tour, les pommes de terre brûlent dans le four, on ne s'y habitue pas, ça porte sur le foie, c'est de la peine à dessous, on n'en sent pas le goût. Moi, je veux pleurer comme Soraya. Des larmes qu'on prend en photo. Pleurer sans rhume de cerveau, des larmes qui ne défigurent pas. Je ne veux plus de chagrin à la gomme, du chagrin payable par traite. J'en veux d'un coup jusqu'à la retraite. Je veux pleurer comme la bigame. Je veux pleurer comme Soraya. Je veux m'offrir ça. Je veux pleurer comme Soraya, je veux pleurer sans économie, qu'une fois au moins dans ma vie, je puisse me dire que je ne compte pas. Je veux pleurer comme pour une fête, où on fout en l'air ses richesses. Je veux pleurer comme une princesse, je veux pleurer comme Margaret, je veux pleurer comme Soraya, je veux pleurer comme Soraya, je veux m'offrir ça. A fare il cinema, le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu. George Bernard Shaw. Notre soulagement né de la morale tranquillisante d'après laquelle l'homme ne serait pas libre dans ses envies, ne doit pas nous aveugler sur le fait qu'il est, pour utiliser l'expression forgée par certains auteurs américains pour se dépeindre, quelque peu variétiste. Même ceux qui disent qu'il n'existe qu'un seul homme ou qu'une seule femme au monde pour eux, découvrent que ce n'est pas toujours le même homme ni la même femme. Il s'avère que notre législation nous permet d'étudier ce phénomène parmi la population totalement respectueuse des lois. Je connais une dame qui s'est mariée 5 fois. C'est, comme on peut s'y attendre, une femme avisée, attirante et intéressante. La question est-elle avisée, attirante et intéressante parce qu'elle s'est mariée 5 fois? Ou bien s'est-elle mariée 5 fois parce qu'elle est avisée, attirante et intéressante? Il est probable que la vérité réside en partie dans les deux explications. Je connais également une maisonnée constituée de 3 familles. A, ayant d'abord épousé B, puis C, qui s'est ensuite mariée avec D. Les 3 unions se sont révélées fécondes, de sorte que les enfants changèrent à la fois des pères et de mères. Or, honnêtement, je ne peux pas dire que dans ces cas et dans d'autres cas similaires, j'ai été convaincue que le changement fasse du mal aux gens. Non, non, la dame qui a épousé et maîtrisé 5 maris, doit être beaucoup plus experte en la matière que la plupart des dames monogames. Et comme compagne et conseillère, elle laisse probablement les autres loin derrière. La question de M. Kipling, que peuvent-ils connaître de l'Angleterre, ceux qui ne connaissent que l'Angleterre? Expédie non seulement les patriotes qui le sont au point de ne jamais quitter leur pays pour en observer un autre, mais encore les citoyens qui sont si casaniers qu'ils ne se sont jamais remariés et n'ont jamais aimé que leur propre mari et femme. Les idéologues domestiques sont également des gens à l'esprit obtus. La relation impersonnelle du sexe peut être judicieusement réservée à une personne, mais une telle restriction pour l'amitié, l'affection, l'admiration, la sympathie, etc., celle-ci n'est envisageable que par une nature étroite et jalouse. L'inférence est que les changements de partenaire ne sont pas nuisibles ni indésirables en soi,
Il ne déprave pas les gens quand ils s'effectuent conformément à la loi. Par conséquent, nous ne devons pas hésiter à remanier la loi pour la simple raison que ce remaniement faciliterait de tels changements. Prix Nobel en 1925. Je veux dire ceci. Un jour, une main s'est tendue pour que la mienne y prenne vie, pour que la mienne y prenne feu. Un jour, une main m'a prise, et désormais je n'ai eu lieu qu'en elle. C'est ta main. Et quand je la tiens, je crois te tenir tout entier. J'en parle comme de toi. Je veux dire ta main sous laquelle je m'éveille au désir, au plaisir. Ta main si lente à me séduire, si sagement, si savoureusement lente. Je veux dire ces prémices plus émouvantes que celles du jour ou de l'avril, quand chancellent les verticales, quand toute flamme se couche, s'allonge comme celle de nos veines bleues. Quand j'attends que tu me touches comme folle que sonne l'heure. Tu me caresses et je deviens terre inconnue à moi-même dont tu découvres minutieusement le relief. Terre étrangère à la physionomie insoupçonnée, courbe dont nul n'a su les détours que j'apprends avec toi. Nuque, épaules, sein, taille, hanche, cuisse. Tu me déroules. Tu déroules ce paysage sinueux, cette harmonie de versants, de collines, de bassins, de sillons. Et ces plages offertes, ça m'apparaissent comme un loisir indéfini. Épaules, seins, cuisses. Tu déploies mon corps en un lumineux labyrinthe. Tu ouvres en lui de moelleuses perspectives dont je perçois comme à distance l'insolite. Face ignorée, tu me dévoiles. Ou peut-être m'inventes-tu. Futur sous ta main, mon bonheur est de devoir naître. J'attends que tu décides ce que je dois être. J'attends que tu me donnes forme entre toutes les formes créées, forme de femme unique entre toutes les femmes. Qu'il est long d'apparaître, mais que j'aime la longueur des après, cette promesse d'événement, le silence préliminaire, le tissu du silence que font les cigales proches de nos tempes. Perisco così. Senza niente da dire. E un prima dopo rubato sarà. Preferisco così. Non
c'è niente da fare. Solo stare seduti a una porta qualunque. Guardare il più. Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin, du premier rendez-vous, du temps de mes premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fût, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou, du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages sans les lire, blanches, et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image. C'était vous déjà. Et le cœur nu, je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais, le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importait décembre si c'était pour vous. Elle fut longue, la route. Mais je l'ai faite, la route. Celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous, je l'eus faite à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou pour que je perde patience. Et j'ai calmé ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Les temps d'hiver et d'automne, de nuit, de jour, et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous, perdant courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Que le diable vous emporte. D'autres m'ont ouvert leurs portes. Heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fus infidèle. Mais vous revenez quand même, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai pleuré mes larmes. Mais qu'il me fut doux. Oh, qu'il me fut doux ce premier sourire de vous. Et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour. Vous souvenez-vous? Ce fut un soir, en septembre. Vous étiez venu m'attendre, ici même. Vous en souvenez-vous? À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris, tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venue pour vous dire ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
c'est le dernier chapeau. C'est un bob. C'est une cloche. S'il te plaît. Beau chapeau. Une petite dernière, pas très petite. Ça va? Oui. Alors, de Noël Châtelet, La petite au tournesol. Je dédie ce texte à tous les grands-parents. Il y en a beaucoup ici. Mathilde est au fond du jardin de vacances. De là, Mathilde chavire. Elle ne chavire pas à cause de la hauteur, le paysage n'est que très légèrement en contrebas du jardin, elle chavire à cause de la couleur. Des milliers de tournesols la regardent fixement. Sa mémoire de petite fille a beau faire vite, rassembler en un instant tous les pots, tubes, palettes, pinceaux de ses souvenirs, non, elle ne se rappelle pas avoir rencontré toutes ces têtes tournées vers elle. Éblouissement. Elle est éblouie. D'admiration, d'émerveillement. Aveuglement. Elle est aveuglée par cet excès inattendu, ce trop. Trop pour les yeux. Trop pour l'entendement aussi, peut-être. Sa mère, Céline, a dû percevoir le léger vertige qui fait tanguer l'enfance. Puis le lendemain, sur la balançoire, « Alors, t'as pu venir ?» demande Mathilde un peu bêtement au Rémi. Oh, « Comment ça? Tu veux que je te pousse alors ?»« Ben oui, je veux bien. » Jamais elle n'a vu un garçon d'aussi près et à l'envers. Plus haut encore. Le cèdre entier bascule de l'avant à l'arrière, de l'arrière à l'avant. Elle ne se demande même pas comment Rémi peut tenir ainsi si longtemps la tête en bas. Le cœur d'enfant bondit sous la chemisette, petit tam-tam d'émoi et d'audace. « T'as peur, Mathilde ?» demande la bouche à l'envers. « Non, j'ai pas peur !» répond la bouche à l'endroit. « Juste un peu. » Mathilde accueillit un bouton d'or. Puis, après avoir fait allonger Rémi sur le dos dans l'herbe, elle s'est mise à califourchon sur lui. Et là, elle approche le bouton d'or de son menton de plus en plus près. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Rémi. « Eh bien, je regarde si t'aimes le beurre. »« Alors ? Alors tu l'aimes. Mais comment tu sais que je l'aime ? Ben, le bouton d'or, il se reflète sur ton menton. Tu peux rien, c'est comme ça. Si ton menton est jaune, c'est que t'aimes le beurre. » Rémi a semblé apprécier. « Et toi, tu l'aimes, le beurre ?» a-t-il demandé. « Ben, t'as qu'à regarder. » Mathilde s'est allongée à son tour dans l'herbe. Rémi, à califourchon sur elle, a approché le bouton d'or de son menton. « Toi aussi, tu l'aimes, le beurre. » Il a conclu cela tout content, puis ils ont ri. Puis ils n'ont plus ri du tout. Ils sont devenus très sérieux. Pas tristes, seulement très sérieux. Car ils avaient pensé en même temps à la même chose. Quand un garçon et une fille aiment tous deux le beurre de façon irréfutable, cela veut dire qu'ils s'aiment forcément. Et puis dans la nuit, la bosse est revenue sous le drap, une grosse bosse de chagrin carodiné. Céline a recommencé en confirmant le départ prochain pour Paris. « Et Rémi ?» a questionné Mathilde. « Eh ben quoi, Rémi ?» a dit Céline agacée. « On l'emmène avec nous ?»« Enfin, ne fais pas la sotte, Mathilde. Bien sûr que non. Voyons, Rémi reste ici, chez les Fougerolles. » Mathilde la sotte n'a plus ouvert la bouche du repas, pas même pour le clafoutis aux abricots, son dessert préféré. La bouderie parfaite, bulle, boule, balle bien close.
D'un regard, son amie Bénédicte et elle se sont comprises. Elles se sont retrouvées dès la table débarrassée à la cabane où Bénédicte a apporté en douce la part de clafoutis qui, mangée maintenant, ne constituait plus un délit pour l'amour-propre blessé de Mathilde. Bénédicte est quand même admirable dans les moments critiques. Et puis c'est le goûter. Bénédicte chipote sur un éternel biscuit qu'elle ne terminera pas. Mathilde tartine son pain d'une confiture d'abricot fabrication maison. Bénédicte a son air de celle qui va demander quelque chose à quelqu'un à qui ça va pas faire plaisir. Mathilde devance. Qu'est-ce que tu veux? Ah ben voilà, je voudrais bien aller à la ferme pour dire au revoir au Rémi. Ah oui, dit Mathilde ravie. Ouais, mais voilà, je voudrais bien y aller sans toi. Pourquoi sans moi? Parce que... Mais pourquoi? Parce que quoi? Ben, comme ça. Et Bénédicte d'éclater. Rémi, tu l'as eu tout le temps pour toi toute seule. Alors je peux bien l'avoir pour moi juste une fois pour lui dire au revoir, non? Trop de choses se bousculent dans la tête de Mathilde. Trop de pensées contradictoires. Ce que lui impose sa meilleure copine est en apparence la chose la plus légitime, la plus innocente et en même temps la plus inadmissible, la plus tordue. Mathilde n'a plus qu'une solution. Jouer la grande dame, sûre d'elle, magnanime. Eh ben vas-y, si t'as envie, ça m'est égal. Et pour n'être pas de reste, elle ajoute finement... Tu diras à Rémi de ma part, demain après-midi, là où il sait. Mathilde est toujours dans la chambre quand son bourreau revient, visiblement très satisfaite d'elle, et ses tennis tout aussi visiblement crottés. Alors, ironise Mathilde. Eh ben alors, rien. Il était là, Rémi? Oui, il était là. Et vous avez fait quoi? Rien. On n'a rien fait. On a causé. Vous avez causé de moi? Non. Ben alors de quoi? Bénédicte ne répond pas. Elle ne répondra pas, ni aujourd'hui, ni demain. De toute façon, demain, il sera trop tard puisqu'elle s'en va. Mais Mathilde a besoin de savoir. Surtout pour le baiser d'adieu. Seulement pour le baiser. Alors, elle revient à la charge. Alors, vous vous êtes dit au revoir? Oui. Donc, il t'a embrassé? Oui. Mais comment? Comment il t'a embrassé? Bénédicte ne répond pas. Elle ne répondra pas, ni aujourd'hui, ni demain. Alors Mathilde, prête à tout, insiste. Mais où ça alors? Là, dit Bénédicte. Et Mathilde se retourne. Bénédicte désigne sa main, le dos de sa main. Il t'a embrassé sur la main? Oui, comme dans un film qu'il a vu à la télé. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Pourquoi? Ah, Mathilde lui saute au cou. Sa copine, sa meilleure copine, sa copine de toujours ne sont plus fâchées du tout, ne l'ont jamais été, ne le seront jamais à la vie et à la mort. Sous sa robe de voyage, le tam-tam bat à l'endroit, mais aussi à l'envers. Un tam pour la joie, un tam pour le désespoir. Joie de revoir Rémi, désespoir de le quitter. C'est le dernier jour. Est-ce qu'on survit à une telle contradiction? La maladie grave lui paraît toute choisie. C'est du cœur. Si elle meurt, c'est du cœur qu'elle mourra. Alors, c'est pas nous deux qu'on s'en va, conclut Rémi, comme s'il se parlait à lui-même. Non, c'est pas nous deux. Mathilde relève la tête. À son tour d'être fière, à son tour d'être brave. Je ne peux pas laisser ma maman toute seule. Et
Il faut que je m'occupe d'elle à Paris. Elle dit cela gravement car elle revoit sa mère en sanglots dans sa chemise de nuit blanche et le monde à l'envers, sans dessus-dessous, quand son papa est parti. Elle voudrait bien qu'il sourie, Rémi. Alors elle lui lance comme on lance une bouée, même si personne ne peut l'attraper. « C'est quoi que t'aimes le plus en moi ?» Rémi revient de sa lointaine errance et ses yeux dans ceux de Mathilde, il répond « C'est que t'as jamais peur, juste un peu. » Il sourit de toutes ses dents, moins une. Elle ne s'attendait pas à cette réponse, elle croyait qu'il dirait « tes cheveux » ou bien « tes yeux ». C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se séparer. Forcément, pendant qu'ils se sourient. Que font les amoureux dans ces cas-là? Dans les films, ils s'embrassent sur la bouche, oui, mais eux, c'est Rémi qui décide. C'est sa spécialité, les décisions. Il ne dit rien, simplement il s'éloigne, comme il fait d'habitude chaque fois qu'il se quitte. Mathilde, qui a compris, compte avec Rémi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À 7, Rémi se retourne et là, il se regarde de nouveau. Sourire. Il se regarde comme si c'était la dernière fois, sauf que cette fois-ci, c'est vraiment la dernière fois. Ah oui, Bruno Coquette. Il nous a quittés, malheureusement. Bon. Il est difficile de prendre la parole derrière parce qu'il faut du talent. Bon, mais enfin, on va quand même essayer de parler de la prochaine fois. Donc la prochaine fois, qui va être le 26... 28 mai. Mardi 28. Mardi 28 mai. Nous aurons, pour ceux qui ont regardé l'ordinateur aujourd'hui, vous avez dû trouver le flyer qu'on a envoyé ce matin. Il s'agit d'une, je dirais, une espèce de comédie musicale qui s'appelle Cucu mais pas que, qui est interprétée par une actrice, chanteuse, enfin à peu près tout, qui s'appelle Nathalie Marivette, et accompagnée par une espèce de foldingue au piano, à la trompette et voire au violon, qui s'appelle Jennifer Quillet. Donc, si ça vous tente, je vous conseille de retenir vos places dès que possible et d'être là, présent, donc le 28. Pour l'instant, nous allons... Viviane, il y a des anniversaires à fêter ce soir? Personne ne s'est présenté, mais on va manger des gâteaux quand même. Hein. Alors, on va manger des gâteaux parce que nous avons un nouveau partenaire aujourd'hui qui est venu là, qui s'appelle Abdel. Et Abdel a eu son anniversaire il y a à peine un mois. Et comme il ne faisait pas encore partie des gens de Seine-sur-Seine, nous allons lui souhaiter son anniversaire ce soir. Voilà. Abdel. Bon, eh bien... Michel, on t'appelle. Est-ce que tu peux avoir la gentillesse d'annoncer les prochains spectacles de Maddy, parce qu'elle n'osera pas le faire toute seule. Et donc Maddy se produit bientôt, elle va dire... Ben, Maddy. Dis-nous, Maddy, dis-nous, Maddy, dis-nous.
On reprend le spectacle de Beethoven Romain Roland. Ah, c'est super, je vous assure. Au théâtre de la Vieille Grille, dans le 5e, dans le quartier de Mouffetard, c'est juste derrière la Grande Mosquée. Et c'est dimanche 2 juin, mercredi et jeudi, je crois, 2 juin, 13 et 14 juin, à 20h30. Et vous êtes bienvenus, c'est un spectacle évidemment extrêmement différent. Je suis avec Éléonore Clovis au piano et ça s'appelle Sous le souffle de Beethoven. C'est super. Bien, ben, lumière et allons donc Manger les gâteaux. manger les gâteaux. Tiens, je te passe là. Bon, moi je voulais vous dire aussi, donc la dernière de mai, mais il y a aussi le deuxième mardi de juin, on a en fait les 100 ans de Charles Trenet, avec le pianiste qui a joué 30 ans pour Charles Trenet, qui sera là. Et puis, pour ceux qui le connaissent, Franck Mosler, qui est absolument extraordinaire dans ce numéro de Charles Trenet. Et puis ensuite, ça ne sera pas un mardi, parce qu'on va faire la fête de la musique. Nous, on ne le fait pas le 21, parce qu'il y a trop de musiciens dans la rue, et on n'aurait pas de musiciens ici. On a un orchestre de jazz vraiment merveilleux. Et là, on fait ça un dimanche, on commence à 5h de l'après-midi. Bon, c'est une après-midi champêtre. On espère pouvoir commencer sur la prairie, après sur la terrasse et après ici. Et on danse aussi après l'orchestre de jazz. On termine par une soirée dansante. Avec d'abord le jazz et après une soirée dansante. Et ça, c'est donc le dimanche 30 juin. Et après on s'arrête juillet-août et en septembre je vous donnerai la programmation qui est formidable aussi jusqu'à la fin de l'année. On a des très bons artistes. Voilà. Eh bien écoutez, bonne fin de soirée. Et à dans 15 jours. Et à dans 15 jours, comme d'habitude. Et oui, je vous remercie parce que nous, demain, on prend l'avion pour Moscou et de Moscou, on va rejoindre Saint-Pétersbourg en bateau, pas avec notre bateau, avec un très beau et magnifique bateau. Et ça, je vous remercie parce que c'est grâce à votre participation à nos anniversaires, à Michel le mois de septembre dernier et à moi au mois de mars. Vous avez participé à ce voyage et je vous en remercie infiniment. Au retour. Les gars,